L'allaitement maternel est le meilleur moyen d'apporter aux nouveau-nés les nutriments dont ils ont besoin. C'est dans cette optique que la Semaine mondiale sur l'allaitement maternel est organisée pour promouvoir cette pratique. Et dans le cadre de notre émission À nous la famille, nous avons fait appel aux des experts pour nous parler un peu plus sur l'allaitement maternel. Il s'agit de Madame Annie Mitelesi, elle est administrateur nutrition au sein de l'UNICEF, et Monsieur Damien Saboni, il est chef de division de communication au sein du Pronanut. Avec eux, nous allons parler du bien fondé du lait maternel. Voilà, merci Madame Annie Mitelesi et Monsieur Damien d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Première question, justement en rapport avec les laits maternels. Quels sont les avantages qu'offre les laits maternels? Je pose la question à Madame Annie et puis Monsieur Damien va commenter après. Ok, merci Madame la journaliste. Le lait maternel a beaucoup d'avantages pour l'enfant lui-même, la mère, la famille et la communauté en général. Pour l'enfant, le lait maternel donne le premier lait jaunâtre qui constitue les premiers vaccins qui les protègent contre les maladies. Donc ça contient beaucoup d'anticorps qui les protègent contre les maladies, dont la diarrhée, les infections respiratoires aiguës, mais pourquoi pas aussi la malnutrition. Mais le lait maternel contient beaucoup d'eau. 88% des laits, la composition des laits, c'est l'eau. Mais ça contient également les nutriments, les vitamines, les protéines qui permettent à l'enfant de bien accroître, de grandir harmonieusement. Mais également les laits maternels, par rapport à l'enfant, ça lui permet d'améliorer son cerveau. Donc, qui dit cerveau, donc les coefficients intellectuels. Et donc, plus l'enfant mange mieux, et donc il est bien allaité. Donc, qui dit manger, donc c'est l'allaitement. Et donc, cet allaitement doit être fait de façon exclusive, sans eau ni autre chose. Mais également, pour la mère, ça permet à la mère d'arrêter. Donc, lorsque la femme accouche, comme nous le savons, il y a une sorte d'hémorragie, le sang sort. Et donc, lorsque plutôt on met l'enfant au sein, ça permet d'arrêter cette hémorragie du postpartum. Et parce que la mère, plus on met l'enfant au sein, ça permet de sécréter une hormone qu'on appelle ocytocine et qui permettra de durcir l'utérus et arrêter cette hémorragie. Et donc, ça permet également à la mère d'être protégée contre les cancers de sang ou les cancers d'ovaire qui sont les deux cancers qui terrassent, qui déciment les femmes, mais également c'est une méthode contraceptive pour la mère. Donc si l'allaitement est bien conduit de façon exclusive et en respectant la fréquence sans eau, sans autre chose, donc la mère allaite 8 fois à 12 fois par jour et elle ne donne pas de l'eau, elle ne donne pas autre chose, et donc jusqu'à 6 mois, ça permettra à cette mère de ne pas tomber enceinte avant 6 mois. Mais également, ça permet aussi de développer cette relation entre la mère et l'enfant, cette relation affective entre la mère. Mais également pour la famille. Et donc, si l'argent qui était dédié pour acheter autre chose permet aussi d'économiser, et donc pour aider à la famille de faire autre chose, mais également la famille est dans un état de bien-être. Et donc il n'y a pas de stress lié à la maladie, parce que même si l'enfant tombe malade, ça ne sera pas une maladie grave. Et donc ça ne vous amènera pas tout le monde à paniquer. Et donc ça aide également la famille à être à l'aise, mais également à la communauté d'avoir des enfants qui sont en bonne santé, et au système de santé d'avoir des enfants qui ne meurent pas. Et donc on va essayer de diminuer les taux de mortalité, mais également les taux de maladies, de mortalité des enfants avant 5 ans, ça va aussi diminuer. Et donc le système de santé, ça sera un système de santé efficace.
et ça permettra aussi au pays d'économiser. Par exemple, l'argent qui était dédié peut-être pour acheter les substituts, on pourrait essayer d'économiser pour faire autre chose. Bon, mon collègue, M. Sabouni, pourra aussi. Oui, on peut compléter, mais en même temps, est-ce qu'on peut savoir, Madame Annie a parlé de l'allaitement maternel exclusif. Ouais. Alors, quelles sont les conséquences qui en découlent pour les femmes qui combinent les laits maternels et autre chose? Ok, en réalité, dans notre pays, nous avons seulement 54% de mamans qui allaitent exclusivement pendant les 6 premiers mois. Ça veut dire qu'il y a encore 46 qui ne le font pas. Et dans ces 46, on trouvera des mamans qui déjà, même à 1 mois, 2 mois, ils donnent déjà de l'eau, d'autres laits, d'autres aliments à la place du lait maternel. À ce moment-là, ils combinent le lait maternel et les autres produits avant 6 mois. Et là, c'est ce qu'on appelle une alimentation qui ne convient pas puisque l'enfant ne doit prendre que le lait maternel. Et les conséquences, c'est qu'on va trouver ces enfants, ils vont connaître des maladies qui sont liées à cette alimentation puisque le digestif de l'enfant n'est pas encore à mesure de supporter d'autres aliments. Il est en pleine croissance. Et pour sa croissance, il ne peut supporter que le lait maternel. Alors, quand on lui donne d'autres aliments, il ne le supporte pas. Vous allez voir que certains enfants ils vont commencer à faire même des diarrhées. Et avec cette alimentation mixte, vous allez voir qu'on va même donner des aliments avec les règles d'hygiène qui ne sont pas correctes dans notre pays. Dans la plupart des familles, vous allez voir que cette alimentation mixte va entraîner des maladies qui peuvent tuer l'enfant. Et quand l'enfant va mourir, on va accuser la diarrhée, mais on va oublier que cette diarrhée est venue du fait qu'on a donné d'autres aliments à la place du lait maternel ou avec le lait maternel. Ce qui fait que le problème, c'est le fait de n'avoir pas respecté l'alimentation, l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois. Donc l'enfant va tomber malade et il peut en mourir. Alors qu'on pouvait l'épargner de ça. Est-ce qu'il y a un traitement ou une prise en charge appropriée pour les enfants, par exemple, qui restent seuls, qui la maman décède après l'accouchement? À vous de répondre à cette question. Oui, ce sont les cas exceptionnels. C'est pour ces enfants-là qu'il est recommandé de recourir à ce qu'on appelle substitut du lait maternel. Ce sont les produits qu'on donne qui viennent remplacer totalement ou partiellement le lait maternel. Alors, ce n'est pas qu'on les donne d'une façon gratuite, au hasard. Il faut une prescription médicale. Le médecin constate que la maman n'existe plus, elle est décédée, et il va prescrire maintenant le lait qui va remplacer le sein, le lait maternel. À ce moment-là, c'est sur prescription qu'on va donner ces produits-là. Donc, ça ne se donne pas à tous les enfants. C'est uniquement une catégorie, mais aussi, on les donne dans des contextes de maladies qui se transmettent par le lait maternel, comme en cas d'Ebola. Dans la maladie à virus Ebola, comme l'Ebola se transmettait à travers le lait maternel, on faisait que l'enfant soit séparé de sa mère et pendant cette séparation, la maman ne donne pas le sein ou le lait maternel et l'enfant prend le substitut de lait maternel pendant un temps. Mais après, l'enfant revient encore à l'allaitement maternel. Et Madame Annie, vous êtes une femme, vous êtes d'ailleurs mieux placée pour nous expliquer un peu les enfants qui grandissent sans leur maman. Comment on fait pour ces enfants? C'est ça, nous disons, nourrir l'enfant ou l'allaitement n'est pas l'affaire celle de la mère. Et donc ces enfants qui grandissent seuls avec leur maman, par exemple, comme Sabouni disait, et donc on part chez un prestataire, un médecin, un infirmier, qui va essayer de dire, ok, vous allez essayer d'utiliser les substituts. Il va leur expliquer le mode opératoire, comment ils vont commencer à utiliser, parce que ça nécessite les mesures hygiéniques. S'il n'y a pas d'hygiène, cet enfant va faire beaucoup de diarrhée et ça risquerait aussi qu'au moment où il a perdu sa mère, lui-même aussi de mourir. Donc c'est pour cela on doit accompagner, on doit encadrer les gardiens d'enfants, ceux qui restent avec la mère. Et donc peut-être pour essayer de dire, il y a des questions. Ici, la notion de nourrice en RDC n'est pas utilisée. Par exemple, pour dire que la mère est décédée, on prend une autre mère qui allaite, il va allaiter le bébé qui est resté. Avec l'avènement du VIH, actuellement on a l'avènement d'Ebola, on ne sait pas l'état sérologique de la mère et donc cette mère ne peut pas allaiter
une autre mère ne peut pas allaiter l'enfant. Et donc, on va soumettre à l'enfant sous les substituts, comme on le dit, mais lorsqu'on les soumet, mais bien sûr sous prescription. Donc, ce n'est pas la famille va s'élever comme n'a plus de mère, et donc nous allons faire ceci, cela. Donc, il faut vraiment l'encadrement et un accompagnement pour que cet enfant puisse bien grandir. Voilà, M. Sabouni, alors, où en est-on avec le code sur les substituts du lait maternel? Le code existe depuis le mois de mars de 2006 pour essayer de réglementer l'utilisation des substituts de lait maternel dans le pays, mais surtout, il vise à protéger, à soutenir, à promouvoir l'allaitement maternel. C'est ça vraiment le rôle principal de ce code. Alors, ce code, jusqu'à ce jour, il n'est pas encore suffisamment vulgarisé dans le pays, bien qu'il vienne de faire déjà environ 16 ans. Il y a encore certains coins dans le pays qui ne connaissent même pas que ce code existe. Et pourtant, il est là depuis le mois de mars de 2006. Et nous sommes en train de pousser à vulgariser ce code, mais aussi nous sommes en train de voir, compte tenu de certaines lacunes qu'on a trouvées dans ce code, dans son application, voir comment dans l'avenir arriver à faire de ce code une loi qui sera votée au Parlement pour que tout le pays, nous puissions tous être soumis à cette loi et donner vraiment la priorité à l'allaitement maternel pendant les 24 mois et mettre un accent particulier sur les 6 premiers mois où l'enfant ne doit prendre que le lait maternel sans rien d'autre, ni même pas de l'eau, ni même pas d'autres aliments. Donc ce code, il parle de ça, mais comme il est moins connu, il y a encore certaines personnes qui continuent à faire le contraire du code. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à 54% des mamans qui allaitent exclusivement. Et pourtant, on devait déjà être à 80%. Parce que l'idéal pour le pays, c'est arriver à 80% des mamans qui allaitent exclusivement les enfants de 0 à 6 mois. Mais nous sommes encore à 54%. C'est qu'il y a encore un certain nombre de mamans qui font que les enfants ne bénéficient pas de ce lait maternel qui est un aliment idéal, irremplaçable pour la vie de l'enfant, pour sa bonne croissance. Alors, Madame Annie, au niveau de l'UNICEF, qu'est-ce que vous comptez justement pour appuyer le Pronanit à vulgariser ces codes sur les substituts du lait maternel? Je pense que c'est déjà comme ces codes commencent à être vulgarisés, je pense que c'est grâce aussi à l'UNICEF. Et donc, nous continuons. Et donc, dans le cadre de la semaine mondiale, à côté de la promotion de l'allaitement, nous parlons également de ces codes qui existent, mais également l'UNICEF est en train de financer les Pronanit pour que les projets de loi du code de commercialisation des substituts de lait maternel soient votés au niveau du Parlement. Donc, mais en attendant, nous continuons à vulgariser au niveau des prestataires de santé. Et déjà, je pense que dans le cadre de la semaine mondiale, il y a eu un atelier de plaidoyer auprès des sages-femmes, des pédiatres et des gynécologues, parce que c'est eux qui, des fois, qui prescrivent ou aussi qui sont en contact avec les mères. Et donc, pour essayer un peu de leur montrer aussi que non, vous ne devriez pas prescrire abusivement les substituts du lait. Mais également, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une matinée où il y a eu une association de médecins thérapeutiques 2002 qui ont pris l'engagement, et en tant que des médecins, ils sont là, les pédiatres, les gynécologues, les généralistes, ils ont pris l'engagement pour dire que non, ok, nous allons accompagner le gouvernement, donc les Pronanit, à continuer à vulgariser le code. Donc, ils ont essayé de sensibiliser les autres prestataires sur le code. Donc, voilà un peu le travail qui est en train de se faire. Mais également, je pense qu'il faut aussi les médias. Je pense qu'on a essayé de pousser parce que c'est dans les médias où on voit aussi des fois des publicités, où on voit l'eau. Hein, on voit par exemple, on donne l'eau. On doit essayer de dire que l'eau, on ne donne pas avant 6 mois. Dans les publicités, même ce qui concerne l'aliment de l'enfant, on doit déjà signaler que ça, ce n'est pas pour l'enfant de 6 mois. Mais qu'heureusement, on voit dans les médias, probablement, comme on dit, mon peuple
périt faute de connaissances. Mais nous sommes en train de faire un travail. Mais déjà, si on arrivait à voter une loi dans ce sens, parce que dans les codes, n'oubliez pas, il existe aussi des sanctions. Il y a des sanctions qui vont de 7 jours à 5 ans. Mais comme ce code a été signé par seul le ministre de la Santé, et donc il y a eu quand même certaines faiblesses qui ne permettent pas aussi de sanctionner, mais également il y a aussi une autre faiblesse qui permet aussi de monitorer les violations. Et donc raison pour laquelle je pense qu'il serait idéal qu'on arrive à une loi, mais en attendant, nous vulgarisons quand même qu'on sache pour diminuer l'utilisation abusive des substituts du lait maternel en RDC, là, au niveau de l'étendue du pays. Voilà, merci. Vous travaillez, n'est-ce pas? Ouais. Monsieur Savouni aussi. Alors, il y a des femmes qui travaillent, mais qui allaitent en même temps. Mais qu'est-ce que vous préconisez par rapport à ce qui concerne, par exemple, le congé de maternité au niveau, par exemple, de l'UNICEF et au niveau du Pronanit? Qu'est-ce que vous préconisez pour ces femmes-là? Okay. Au niveau du pays, nous avons le congé de maternité qui est reconnu par le code de la famille et le code du travail. Une maman qui accouche, elle a droit à 14 semaines de congé de maternité. C'est autour de 3 mois et demi. C'est-à-dire que chaque maman qui met au monde, elle a quand même 3 mois et demi où elle peut se reposer à la maison et allaiter son enfant. Mais nous sommes en train de voir comment faire un plaidoyer au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, pour que ce congé puisse aller jusqu'à 6 mois pour permettre à la maman, pendant les 6 mois de l'allaitement exclusif, que ce soit vraiment un congé à la maison. Il y a des organisations qui ont déjà réussi à le faire. Peut-être que le docteur Annie pourra vous compléter, me compléter. Il y a des maisons qui ont déjà réussi à accorder à la maman un congé de maternité de 6 mois pour que pendant les 6 mois, elle puisse allaiter son enfant tout en étant à la maison. Mais pour nous, dans un premier temps, après 6 mois, nous encourageons les mamans de venir soit avec l'enfant au service, et là on parle de l'allaitement au travail, mais aussi si la maman ne peut pas amener l'enfant au service, qui n'est pas un coin d'allaitement, à ce moment-là, elle va faire l'expression du lait qu'elle va mettre dans des petites tasses pendant qu'elle va au service, et le gardien d'enfant qui reste à la maison, ça peut être une bonne, ça peut être le papa, ça peut être n'importe qui garde l'enfant pendant que la maman est au service. On lui laisse 2-3 tasses que l'enfant va utiliser progressivement pendant que la maman est absente. Et quand elle revient, elle continue avec son allaitement, parce que l'allaitement, c'est jour et nuit. Donc, même si elle est allée au service à 8 h, elle revient à 15 h, 16 h, elle va continuer à allaiter après. Et pendant le temps d'absence, elle met de petites quantités dans 2 tasses où l'enfant va utiliser pendant les... Mais si ce n'est pas bien protégé, il faut le protéger. Que l'enfant aussi sera exposé dans des... Oui, c'est pour cela que quand on le fait, il faut respecter aussi les règles d'hygiène. C'est rassurer que les tasses sont bien couvertes, bien protégées, et de façon que quand une tasse est entamée, si l'enfant n'a pas terminé toute la quantité, le reste, on doit le verser, on ne le garde pas. À chaque tasse correspond un repas. Donc si l'enfant doit prendre 3 repas, il faut 3 petites tasses. Ah, d'accord. Madame, vous avez ajouté... Ok, pour essayer un peu de compléter, il y a également aussi les temps de l'allaitement. On donne aussi, bien que les 14 semaines, mais par la suite, il y a une horaire d'allaitement. Une femme peut faire, elle a droit à 2 heures du temps pour allaiter. Donc, elle peut venir avant, tout comme elle peut quitter un peu plus tôt. Mais à ce qui concerne l'UNICEF, je pense qu'au sein de l'UNICEF, les femmes bénéficient de 6 mois de congé de maternité pour essayer d'allaiter exclusivement. Mais également, comme on était en train de dire, l'allaitement n'est pas l'affaire celle de l'homme. Et donc, au sein de l'UNICEF, un homme, même si sa femme ne travaille pas à l'UNICEF, mais sa femme qui a accouché, on lui donne 4 mois de congé de paternité pour accompagner. Parce que l'allaitement, nous devons, l'entourage de la femme, les maris, les belles-mères, les voisines, les grands-mères, la mère, doit encourager, encadrer cette femme à allaiter. Et donc, raison pour laquelle, au niveau de l'UNICEF, on donne 4 mois de congé de paternité pour permettre à cet homme d'accompagner sa femme à allaiter son enfant, leur bébé exclusivement. Voilà, merci. Mais pensez-vous qu'une semaine, c'est vraiment suffisant pour parler du lait maternel? Ok, une semaine n'est pas suffisant, mais en réalité,
nous parlons de la semaine mondiale de l'allaitement, c'est pour intensifier la promotion de l'allaitement. Mais en réalité, la promotion de l'allaitement, c'est fait du 1er janvier au 31 décembre. Donc, il y a des activités qui se mènent au niveau des structures de santé. On conseille les femmes, mais toutefois, le mois d'août, qui est le mois d'allaitement, et donc, à l'instar de tous les autres pays du monde, donc c'est un mois international. Et donc, pour la RDC également, nous célébrons cet événement au mois d'août. Et donc, raison pour laquelle on prend une semaine, c'est pour essayer d'intensifier les activités. Surtout comme nous sommes dans l'initiative plus fort avec les laits maternels uniquement. Et donc, on profite également de cette semaine pour essayer un peu de pousser aussi des activités pour permettre de sensibiliser, de promouvoir et de soutenir les femmes à allaiter et nous permettre aussi d'inverser la tendance des enfants qui ne consomment pas de l'eau avant 6 mois. Voilà. Un mot de la fin avant de clôturer cette émission. Peut-être vous avez un message à adresser aux parents, aux femmes qui allaitent. Et si vous avez des messages. Nous voulons seulement dire que l'allaitement, ce n'est pas seulement l'affaire de la femme. C'est l'affaire de tout le monde. Et donc, les papas, les grands-mères, les tantes, les nocos, tout le monde doit soutenir, accompagner la maman et l'aider à le faire correctement. Donc, l'allaitement n'est pas seulement l'affaire de la maman, c'est l'affaire de tout le monde, puisque les intérêts, c'est pour l'enfant, la maman, la famille et toute la communauté. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous rappelle que cette émission « À nous la famille » a reçu pour vous Madame Annie Mitelezi. Elle est administrateur au sein de l'UNICEF chargée de nutrition. Et nous avons aussi reçu M. Damien Sabouni. Il est chef de division des communications au sein du Pronanut. Avec eux, nous avons parlé du bien fondé du lait maternel dans le cadre de cette semaine mondiale sur l'allaitement maternel. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro.